Alors, bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Il y a plein de monde qui écrit, donc ça devrait fonctionner. Alors, pour débuter, dans le fond, je me nomme Suzanne Leroux. Je suis infirmière ici à l'Institut national de santé publique et je suis responsable du programme de formation. Aujourd'hui, c'est notre troisième webinaire qui est la prévention de la légionellose nosocomiale. Ce webinaire, dans le fond, a pour but de vous présenter un document qui va être disponible dans les prochains mois. Donc, petites informations importantes avant de débuter. Comme d'habitude, pour une meilleure qualité sonore, on croit que c'est mieux de fermer le son de votre ordinateur et de joindre la conférence pour le son avec le numéro de téléphone que vous voyez à l'écran. Votre appareil téléphonique doit toujours être en mode discrétion, c'est très important. Il n'y a aucune possibilité d'intervention vocale. Par contre, si vous avez des questions via la zone de clavardage, vous pouvez nous laisser un message et à la fin du webinaire, on va prendre quelques minutes pour répondre aux questions qui nous auront été envoyées. À la fin du webinaire, dans les prochains jours, vous allez recevoir, comme d'habitude, un petit questionnaire d'évaluation. Donc, vos commentaires sont grandement appréciés et vos suggestions pour peut-être de nouveaux webinaires pour la prochaine année. Puis, pour ce qui est au niveau de la reconnaissance, donc au niveau des crédits, juste vous mentionner qu'avec le questionnaire, vous allez probablement aussi avoir une petite question à ce niveau-là. Mais cette année aussi, ce qui est nouveau, c'est qu'à la fin du programme en décembre, on va vous faire parvenir une fiche à compléter et vous allez pouvoir nous indiquer lesquels webinaires auxquels vous avez assisté. Et à partir de ça, on va pouvoir émettre le certificat avec les crédits, si bien sûr vous avez acquitté les frais de crédit au moment de l'inscription. Et peut-être juste pour finir, notre prochain webinaire, lui, est le 13 juin, donc il va porter sur le protocole SPIN bactériémie primaire. Donc, pour débuter celui-ci, je vais vous présenter Dr. José Massicotte, qui se trouve être la personne qui était responsable de ce dossier-là au niveau de la prévention de la légionellose nosocomiale. Dr. Massicotte travaille comme médecin conseil au niveau de la direction régionale de la santé publique de la Montérégie. Son principal dossier, c'est les maladies infectieuses et gestion des menaces, entre autres celui des infections nosocomiales. Elle est une personne, un membre actif du comité sur les infections nosocomiales du Québec, donc du 5. Elle travaille aussi au niveau de l'INSPQ pour le dossier des infections nosocomiales comme médecin conseil. Alors, Dr. Massicotte, à vous. Et merci de me permettre de parler de ce dossier très intéressant qui est la légionellose nosocomiale. Que ça fonctionne. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt, même si ça dit que c'est pour la conférence sur les EPC, on comprend que je n'ai pas conflit d'intérêt non plus pour présenter sur la prévention de la légionellose nosocomiale. Les objectifs de ce webinaire sont bien sûr de discuter des sources d'exposition possibles à la légionella en milieu de soins, de connaître les mesures de prévention primaire de cette bactérie dans les réseaux de distribution d'eau de nos installations de soins et de connaître la contribution attendue des équipes de PCI versus les intervenants des directions de santé publique et bien sûr l'équipe des services techniques lors d'une investigation d'éclosion de cas de légionellose nosocomiale. Alors, la présentation, on va d'abord voir très sommairement les caractéristiques de la bactérie Legionella. On va parler un peu d'épidémiologie, mais surtout d'épidémiologie de la légionellose nosocomiale, discuter de certains éléments de confirmation du diagnostic clinique, quelles sont les sources potentielles d'exposition dans nos milieux de soins. On va également couvrir sommairement les étapes d'une investigation environnementale et on va terminer avec des mesures immédiates nécessaires d'implanter en situation d'éclosion.
Donc, la prévention de la légionellose nosocomiale, recommandation d'établissement de soins, c'est un nouveau document du 5 qui va sortir des prochaines semaines. Dans le fond, il vise à compléter deux documents existants. Celui que vous voyez ici, c'est le guide d'intervention sur la légionellose. C'est un document qui est utilisé par les intervenants des directions de santé publique, qui a été publié par le ministère en 2015. Il y a un autre document qui avait été publié par l'INSPQ en 2016, qui est un document quand même très exhaustif qui parle de la gestion des risques associés justement à la bactérie Legionella dans les réseaux de distribution d'eau des centres hospitaliers. Le document 5 va couvrir, comme je vous dis, les caractéristiques de la bactérie Legionella. On va parler aussi de notions d'épidémiologie de surveillance en milieu de soins. Bien entendu, ça va parler des aspects cliniques et d'analyse de laboratoire. Il y a des définitions qu'on va vous présenter aussi. Et on va aussi parler de mesures de prévention primaire et d'intervention en présence de légionellose qui est acquis en milieu de soins. Les caractéristiques de la bactérie Legionella. Alors, quand on parle de légionellose, dans le fond, c'est causé par une bactérie qui appartient au genre Legionella. Alors, c'est des constitués de bactéries à gram négatif qui sont mobiles. C'est des bactéries aérobes obligatoires. Et ils ont la particularité d'avoir une croissance optimale entre 25 et 40 degrés. Il y a plus de 60 espèces qui ont été décrites. Et il y en a au moins 20 là, qui ont été rapportés comme pouvant causer l'infection chez l'être humain. Celui qui est le plus fréquemment identifié, c'est le Legionella pneumophila. Par contre, il y a quelques autres espèces qui ont une importance sur le plan clinique. On parle entre autres du Legionella longicae, Legionella micadei et le Bosemani. Les quatre que je viens de vous nommer, c'est des espèces qui ont été principalement retrouvées dans les analyses de spécimens cliniques qui ont été reçus au LSPQ entre les années 2000 à 2017. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai dit, le sérogroupement, c'est le plus fréquemment identifié. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des bactéries Legionella ne vont pas flotter librement là, dans l'eau. C'est pourquoi qu'ils ont quand même deux caractéristiques là, qui lui confèrent un avantage. C'est sa capacité justement de parasiter des protozoaires aquatiques, que sont les protozoaires ciliés et les amides. C'est pour ça qu'on dit que l'hôte naturel du Legionella, c'est vraiment les amides, les protozoaires aquatiques. Et ça lui confère justement un avantage, vu qu'il va être... va parasiter ces protozoaires-là, ça lui permet de se multiplier, puis en même temps, ça lui permet aussi la capacité de s'intégrer à un biofilm. Alors, le réservoir, comme on a dit, c'est souvent des lieux humides ou aquatiques qui sont naturels, mais on peut aussi retrouver la présence de bactéries au niveau du sol et dans des terreaux. Les terreaux qu'on utilise pour faire notre potager. Et au niveau des milieux humides artificiels, bien, à ce moment-là, comme je vous ai dit, tout système où circule de l'eau ou qu'il y a des réservoirs d'eau, et bien, si on est en présence de conditions qui peuvent favoriser sa prolifération, comme je vous ai dit, la croissance optimale, ça a des températures de 25 à 45. Fait que si on est en présence d'eau stagnante et s'il y a des biofilms qui contiennent des amibes et des protozoaires, bien, tout ça, ça fait en sorte que c'est des milieux où on risque de retrouver la présence de Legionella. Donc, bien entendu, vous l'avez compris, les réservoirs et les systèmes de distribution d'eau chaude, les spas et autres équipements récréatifs, les bassins, fontaines, jets d'eau, etc., mais aussi des installations de tours de refroidissement à l'eau qu'on appelle les ICRE et les bassins aussi de traitement biologique là, de nos eaux usées qu'on peut rencontrer dans nos usines de filtration d'eau. L'humain est un hôte accidentel parce qu'il n'y a pas de colonisation à Legionella chez l'humain, donc ça va automatiquement donner une infection.
Par contre, ce n'est pas parce qu'on est en contact avec la bactérie qu'on va automatiquement acquérir l'infection. L'acquisition de l'infection est influencée, entre autres, si on a la présence d'une souche virulente. Mais ça prend aussi des conditions environnementales qui vont effectivement favoriser sa survie au niveau du réservoir. Donc, comme je vous ai dit, il faut qu'il y ait des conditions qui vont faire en sorte que la bactérie va pouvoir se multiplier, puis aussi survivre dans des conditions peut-être environnementales moins favorables. Mais ça prend aussi un moyen de dispersion. Okay? Parce que l'humain, pour qu'il acquiert l'infection, il doit être exposé. Il faut qu'il y ait une inhalation de la bactérie. Donc, ça prend des conditions qui vont permettre que soit les aérosols, qu'il y ait une dispersion d'aérosols contaminés, puis ensuite, soit que c'est inhalé, ou, bon, il y a quand même aussi des cas qui sont rapportés que ça peut être une aspiration d'eau contaminée. Et ça prend aussi un hôte vulnérable. Les facteurs de risque d'acquisition chez les hôtes, quand on parle de hôtes vulnérables, ça veut dire quoi chez les patients? Bien, c'est les patients avec immunosuppression, c'est ceux qui sont les plus à risque. Quand on parle d'immunosuppression, on parle de patients avec greffe d'organes ou patients qui prennent des médicaments immunomodulateurs qui vont vraiment amener une suppression d'immunité. Il y a d'autres facteurs qui sont associés à un risque accru. C'est bien entendu l'âge, en haut de 50 ans, mais l'augmentation progressive de l'âge va faire augmenter, si on veut, ce risque-là. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui en sont atteints. Consommation d'alcool élevé, tabagisme, mais aussi maladies concomitantes et le fait d'avoir subi une chirurgie récente. Alors, la légionellose, elle peut se présenter sous deux formes. On a la fièvre de Pontiac, qui est dans le fond une forme bénigne. Il y a quand même le taux d'attaque est de 50 à 80 L'incubation est courte. C'est une maladie qui a une incubation qui peut varier de 5 à 66 heures, mais avec une moyenne de 24 à 48. Et les patients vont présenter des symptômes d'allure grippale. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cette forme-là de la maladie va guérir spontanément en 2 à 5 jours, même sans prise d'antibiotiques. La maladie du légionnaire, qu'on connaît là, depuis la fin des années 70, ça, c'est la forme la plus sévère de la maladie. Il faut quand même retenir que c'est une infection respiratoire qui est sporadique, c'est quand même peu commun. Le taux d'attaque est quand même de moins de 5 là, chez la population générale. L'incubation est en moyenne 5 à 6 jours. Et les gens vont présenter là, une maladie qui se présente sous forme de pneumonie. Fait que ça peut être une pneumonie acquise en communauté, mais qui va être quand même assez sévère, si bien que ça peut nécessiter une hospitalisation avec traitement antibiotique. Et même dans certains cas, les patients peuvent avoir besoin de traitement support, qui fait qu'ils peuvent se ramasser hospitalisés aux soins intensifs et même intubés. Le taux d'attaque pour la maladie du légionnaire est quand même un peu plus élevé dans les hôpitaux. Ça peut aller jusqu'à 14 Puis, c'est probablement justement parce qu'on est en présence souvent de patients plus âgés, immunosupprimés et qui peuvent avoir des maladies concomitantes. Ce qui est intéressant à se rappeler, c'est que l'infection va amener la production d'anticorps non protecteurs, si bien qu'une infection antérieure ne va pas prévenir une nouvelle infection. Et bien entendu, il n'y a pas de vaccin qui existe pour prévenir cette maladie-là. L'épidémiologie maintenant. Alors, il y a un constat qui est fait aux États-Unis, mais aussi dans plusieurs autres pays. On va le voir un peu plus loin, là,
On a assisté à une augmentation considérable du nombre de cas de légionellose au cours de la dernière décennie, si on pourrait dire. Même si on pense que l'incidence est probablement sous-estimée, parce que comme on a dit, ça peut, c'est une pneumonie souvent acquise dans la communauté. Fait que comme il y a plusieurs cas de pneumonie qui sont traités empiriquement avec des antibiotiques sans être testés pour le Legionella, on pense que l'incidence est sous-estimée. Néanmoins, les données américaines de 2000 à 2014 démontrent quand même une augmentation là, de 286 des cas de légionellose. Ça comprend cependant autant les fièvres de Pontiac que la maladie du légionnaire. Et on voit que le taux d'incidence est passé de 0,42 jusqu'à 1,62 par 100 000 de population. Il y a une étude qui a été faite justement par Garrison qui a revisé toutes les données d'investigation faites par le CDC sur les 27 éclosions qui ont eu lieu entre 2000 et 2014. Et, c'est intéressant, parmi les sources les plus fréquentes des éclosions, bien, les systèmes de plomberie de distribution d'eau chaude des immeubles étaient responsables de quand même 56 des éclosions. Les ITRE, qui sont nos installations de taux de refroidissement à l'eau près du corps, 22 et les spas, autres équipements industriels et les fontaines, environ 4 à 8 Autre fait intéressant, lorsque l'eau potable est la source de l'éclosion, la durée médiane de l'éclosion est beaucoup plus longue, près de 100 jours, alors que c'est une trentaine de jours pour les éclosions qui sont reliées aux autres sources. Au niveau du Canada, on a observé la même tendance de 2006. C'est la ligne supérieure là, qui est les données pour l'ensemble du Canada. Donc, on voit qu'il y a une augmentation de 0,37 jusqu'à 0,91 cas. Et la même tendance est observée aussi en Europe, selon les données du CDC, là, sur une période de 5 ans, soit de 2003 à 2017, il y a eu une augmentation de 1,2 jusqu'à 1,8 cas par 100 000 habitants. Et 68 des cas répertoriés provenaient de 4 pays, France, Allemagne, Italie et Espagne. La raison de cette augmentation-là n'est pas connue, mais probablement multifactorielle. L'épidémiologie au Québec, bon, on se rappelle qu'il y a eu une importante éclosion de légionellose dans la région de Québec en 2012 qui avait généré quand même 183 cas, puis la source était une ITRE. Cependant, je vous présente ici les données après 2012, puis c'est pour quand même vous illustrer qu'il y a quand même une augmentation là, des cas au cours des dernières années. De 2013 jusqu'à 2018. On a terminé l'année 2018 avec un total de 239 cas au Québec. Là-dessus, 2/3 des cas sont des hommes. L'âge varie de 17 à 96 ans pour les deux sexes, puis avec un âge médian de 65 ans. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'incidence est accrue en juillet et octobre, puis ça, c'est la même tendance qui est observée, que ce soit les données québécoises, canadiennes, américaines et même européennes. Donc, comme je disais, la raison de l'augmentation de la légionellose, autant en Amérique qu'en Europe, est multifactorielle. Bon, on pense qu'on est peut-être en présence d'une population à risque, considérant qu'on a de plus en plus de personnes âgées et de personnes immunosupprimées. Il y a peut-être aussi des biais de surveillance, considérant que les cliniciens sont peut-être plus vigilants par rapport à cette infection-là et une meilleure sensibilité de nos tests diagnostiques. C'est peut-être une composante des changements climatiques aussi. L'épidémiologie en milieu de soins. Alors ça aussi, là, il y a énormément de littérature qui traite d'éclosion en milieu de soins. Au niveau France, Italie, etc. Ce qu'on sait, c'est que
toujours selon les données là, de Garrison avec les données du CDC, il y a quand même 2/3 des éclosions associées au milieu de soins qu'il y avait une source environnementale de Legionella qui a été identifiée et qui provenait du réseau de distribution de l'eau. Ce qu'on sait, c'est que comment l'infection peut être transmise, c'est que dans le fond, les pommeaux de douche, les robinets peuvent favoriser, dans le fond, que les aérosols d'eau contaminée soient générés par ces systèmes de plomberie-là. Puis à ce moment-là, les patients peuvent être infectés de cette façon. On pense aussi aux équipements de thérapie respiratoire. Ce qui est intéressant, malheureusement, c'est que la mortalité est quand même plus élevée parmi les cas nosocomiaux comparativement aux cas communautaires. Alors, la mortalité est alentour de 10-12 % selon les études pour les cas communautaires, alors que ça se situe aux alentours de 25 % pour les cas nosocomiaux. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il est malheureusement difficile des fois de faire un lien épidémiologique entre la souche bactérienne qui est identifiée dans les isolats cliniques avec les sources qui sont retrouvées au niveau de l'environnement. Première question. Parmi les choix suivants, quels sont les réservoirs potentiels de Legionella en milieu de soins? Alors, 1, c'est les équipements de thérapie respiratoire de type CPAP. 2, les bains thérapeutiques. 3, les équipements pour pulvériser de l'eau lors d'un traitement dentaire. 4, les pommeaux de douche. 5, les chauffe-eau. Alors, le choix de réponse A, c'est les gens doivent. Vous pouvez faire plus qu'un choix. Avec le système-là, on ne pouvait pas faire non. C'est que... On ne peut pas mettre un choix de réponse, mais vous pouvez sélectionner plus qu'un équipement. C'est ça que ça bouge. Quand ça bouge stable, on y va. C'est bon, je pense que tu peux y aller. Bon, fait que, effectivement, comme la majorité, la très grande majorité, vous l'avez deviné, mais dans le fond, toutes les réponses qui ont été présentées là, sont des réservoirs potentiels de la bactérie Legionella dans nos milieux de soins. C'est bon, non? Donc, la légionellose. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la légionellose, comme je l'ai dit, ça comprend autant les cas de fièvre de Pontiac que la maladie du légionnaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une MADO. C'est une maladie à déclaration obligatoire, soit par le labo ou par les médecins depuis 1987. Si bien qu'il y a une enquête auprès des cas de légionellose qui sont faits par les intervenants des directions de santé publique. Et pourquoi on procède à une enquête? De un, ça nous permet de documenter les facteurs de risque chez les patients et aussi de recueillir des informations sur les expositions environnementales possibles dans les 2 à 10 jours qui précèdent le début de la maladie. Puis, éventuellement, on espère identifier une source d'exposition. Et des fois, elle peut être nosocomiale, elle peut être suite à un voyage ou elle peut être communautaire, c'est-à-dire en lien avec l'environnement quotidien ou le milieu de travail. Puis, bien entendu, tout ça dans un but aussi de détecter des éventuels agrégats ou éclosions. Donc, ça donne un exemple de notre questionnaire d'enquête épidémiologique. Pour ceux que ça intéresse, quand vous consultez le guide d'intervention légionellose qui a été publié par le MES, l'annexe 4 vous présente ce questionnaire d'enquête qui comprend quand même plusieurs pages. Et entre autres, lors de l'enquête, justement, les intervenants de santé publique, ils recherchent les expositions possibles. Pour vous donner un aperçu du genre d'exposition nosocomiale, on va questionner le patient, savoir s'il a eu un séjour dans un milieu de soins, que ce soit un hôpital, un centre d'hébergement de soins de longue durée,
ou même ça pourrait être en chirurgie d'un jour. Là. On va questionner à savoir s'il a reçu, s'il a subi une anesthésie générale, une chirurgie, des traitements de physiothérapie en piscine, thérapie respiratoire, l'utilisation de bains thérapeutiques, les traitements dentaires, mais aussi la prise de douche pendant son séjour à l'hôpital. Il y a certaines questions aussi qui visent à savoir s'il peut avoir acquis l'infection en voyage. On va le questionner sur les lieux fréquentés, à quel endroit il a couché, combien de jours, etc. Puis on va justement aussi questionner, voir s'il est allé dans des sports, s'il est allé visiter des endroits où il pourrait avoir la présence de fontaines d'eau, etc., qui pourraient avoir été en contact avec des aérosols d'eau contaminée. Et s'il y avait aussi des travaux de rénovation, exemple à l'hôtel, où il y a séjourné, etc. Dans les autres expositions possibles, ben, on va, au niveau de la résidence, on regarde le type d'habitation, si c'est un multilogement ou une maison unifamiliale. On regarde au niveau de l'âge du chauffe-eau, la température de l'eau, y a-t-il des travaux de plomberie, etc. Puis la même chose, on va questionner sur les lieux publics fréquentés pour voir s'il a fréquenté des spas ou même s'il y a un spa chez lui. Puis on le questionne à savoir s'il est allé à l'épicerie ou, comme je vous dis, dans visiter des foires, etc. La surveillance, je suis rendue, là. La surveillance clinique. Oui. C'est que la surveillance clinique de légionellose nosocomiale, bien, dans le fond, ce qui est recommandé, c'est qu'il pourrait être indiqué lors de certaines situations cliniques, que les cliniciens aient un degré de suspicion face au diagnostic possible de légionellose. Fait qu'on pense aux pneumonies acquises en communauté, mais qui ne répondraient pas au traitement, pneumonie sévère nécessitant l'admission de soins intensifs ou chez des patients immunosupprimés, chez un patient qui aurait une histoire de voyage dans les 10 jours avant le début des symptômes, bien entendu. Et s'il y a une éclosion dans la communauté, à ce moment-là, souvent la Direction régionale de santé publique aurait fait un appel à la vigilance pour les cliniciens du territoire concerné. La confirmation du diagnostic, donc parmi la confirmation, et comme on l'a dit, vu que le diagnostic clinique, dans le fond, ça ressemble à la maladie du légionnaire, ça ressemble à n'importe quelle pneumonie, c'est important à ce moment-là d'avoir la confirmation étiologique, c'est important. Et le test d'antigène urinaire, c'est un test qui est très simple à utiliser et qui est non invasif. Ça prend seulement un élément d'urine et ça permet d'avoir un diagnostic rapidement. Attention, par exemple, parce que ce test ne détecte que le Legionella pneumophilia du sérogroupe 1, donc on pourrait manquer notre diagnostic si c'est un autre type de Legionella. La culture spécifique des spécimens respiratoires, comme on le voit, autant que le temps, ça permet de détecter toutes les espèces et les sérogroupes de Legionella. Ça permet aussi de caractériser, de faire une caractérisation génique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas demander une culture d'expecto de routine. Ça prend quand même, il faut spécifier que c'est une culture spécifique pour identifier le Legionella, considérant que il y a des propriétés microbiologiques. Donc, au niveau du laboratoire, ils ne feront pas les mêmes techniques là, pour arriver à identifier la bactérie. Ça prend un spécimen respiratoire. Ça peut être quand même des expectorations, des sécrétions endotrachéales, même si le patient est intubé. On n'est pas obligé d'aller, il n'est même pas recommandé de faire une broncho juste pour avoir des spécimens. Mais par contre, si vous faites une broncho parce qu'il y a des conditions médicales qui le justifient, bien, ça serait une très bonne idée là, de pouvoir envoyer des prélèvements sécrétions pour culture spécifique ou encore pour un temps. La sérologie, comme la sensibilité est très variable, c'est peu utilisé en clinique étant donné les délais d'obtention des résultats.
Donc, confirmation du diagnostic clinique, comme on l'a dit, l'utilisation du test d'antigène urinaire seul, c'est majoritairement utilisé au Québec, mais par contre, ça ne peut pas exclure une infection si on a ce seul prélèvement-là. C'est pour ça qu'on recommande à ce moment-là si vous avez un test positif pour le CAO, autant que possible d'obtenir des spécimens pour culture spécifique de Legionella. Et l'avantage, c'est que ça va permettre de comparer les souches cliniques avec nos souches environnementales. D'un point de vue de santé publique, considérant que la maladie du légionnaire résulte d'une exposition à une source environnementale, ben, c'est primordial, comme je l'ai dit plus tôt, de caractériser l'agent. Prévention primaire de la bactérie dans nos réseaux de distribution d'eau. Donc, comme on l'a dit, notre légionella aime l'eau chaude. Donc, la stratégie la plus efficace, c'est d'avoir un meilleur contrôle dans nos réseaux de distribution. À cet égard, il y a des documents de référence qui sont très bien connus des équipes des services techniques de vos installations de soins. C'est la norme HRE qui, dans le fond, présente les principes d'ingénierie pour prévenir la colonisation des réseaux de distribution par cette bactérie. Et il y a aussi la norme CSA, Z317.1, qui présente les mesures techniques et d'ingénierie auxquelles les directions des services techniques des centres hospitaliers de tout milieu de soins doivent tendre à respecter parce que ça permet justement de gérer les risques potentiels. Ça présente les bonnes pratiques, que ce soit au niveau de la conception, la construction puis l'entretien des systèmes de plomberie. Entre autres, une des nouveautés dans la dernière édition de la norme qui a été publiée en 2016, c'est justement que tous les établissements de soins doivent élaborer puis documenter un programme de gestion du réseau de distribution d'eau potable. Et il est également mentionné que ça doit être présenté et approuvé par le comité stratégique de PCI. C'est pour ça qu'on croyait bon, dans le document, d'informer à tout le moins les équipes de PCI de ce que ça doit contenir. Là. Puis dans le fond, le programme de gestion de distribution de l'eau, c'est dans le fond pour s'assurer de l'intégrité puis du bon fonctionnement du réseau à partir de l'entrée d'eau dans l'installation jusqu'à la distribution. Ça vise à respecter le maintien de la température et de mettre en place là, des mesures de prévention pour diminuer le risque dans tous les secteurs. Puis ça peut être ajusté en fonction du risque de la clientèle. Ça doit aussi préciser si on a la présence de tours de refroidissement au niveau de l'installation de soins comme tel. Donc, comme j'ai dit, ça préconise d'avoir quand même une idée de l'organisation de notre système de distribution d'eau potable. Tout ça dans le but d'identifier les endroits qui sont les plus à risque, puis d'être en mesure d'identifier les secteurs où des mesures de contrôle supplémentaires doivent être requises. Ça peut être, comme je dis, le contrôle de la température de l'eau, c'est la mesure la plus importante, on va y revenir, mais ça doit aussi déterminer quels sont les paramètres qu'on a besoin de suivre de façon rigoureuse dans le temps. Et ça doit prévoir les procédures, les mesures correctives en cas de problèmes prévisibles, par exemple interruption d'eau, avis d'ébullition d'eau par la municipalité, etc. Et fait important à souligner, ça doit préciser les situations justement pour lesquelles le service de PCI doit être informé et de prévoir les modalités de communication en temps opportun. Parmi les méthodes de contrôle en continu de la croissance de la bactérie Legionella dans nos réseaux de distribution d'eau, l'élément clé, c'est vraiment le contrôle de la température. Donc, c'est pour ça que ça va être important qu'il y ait un suivi de la température qui soit fait à différents points dans le réseau de distribution. Il y a des endroits clés qui sont identifiés dans la norme CSA, là, entre autres.
au niveau de la conduite d'alimentation en eau, la sortie du chauffe-eau, les boucles de retour, les points d'utilisation. Et dépendamment là, des endroits, la température, exemple à la sortie du chauffe-eau, elle doit être supérieure à 60 degrés Celsius. Au point d'utilisation, par contre, à cause des risques de brûlure, il faut qu'elle soit moins de 43. Et l'eau froide aussi, il faut s'en préoccuper parce qu'il faut s'assurer que la température de l'eau froide va être inférieure à 20 degrés. Fait que tout ça, c'est des modalités techniques, si on veut, qui sont très bien décrites dans le document de la norme CSA. Deuxième question. Vendredi après-midi, vous recevez un appel de l'infirmière aux enquêtes de la direction de santé publique de votre région qui vous demande des informations concernant Mme Abou-Dessouf. Mme Abou-Dessouf est actuellement spécialisée en chirurgie. L'infirmière de PC vous informe qu'elle a reçu un test d'antigène urinaire positif pour cette patiente et elle pense qu'il s'agit d'un cas de légionellose nosocomiale. Quels sont les différents éléments d'enquête à recueillir? La date de début des symptômes, vérifier si des cultures des spécimens respiratoires ont été faites, rechercher les sources d'exposition potentielles dans le milieu de soins ou rechercher si d'autres cas de légionellose nosocomiaux dans les 6 derniers mois. Ou toutes les réponses. Celle-là est dans le choix. C'est ça, je ne que c'est dans le choix. Plus que 90 non? Oui, c'est ça. Alors, 90 vous avez dit toutes ces réponses. Effectivement, c'est bon. C'est toi qui enlève ça ou c'est moi qui laisse? Donc, quelques définitions. Donc, comme effectivement, la date de début des symptômes est importante parce que la définition d'un cas de légionellose d'acquisition nosocomiale, on pourrait dire certain, c'est que si la personne a séjourné toute la période d'incubation, c'est-à-dire les 10 jours dans l'installation de soins, ben, on considère qu'il est acquis nosocomial. Versus les cas d'acquisition possibles où là, on aurait un séjour d'au moins 24 heures dans la période d'incubation, c'est-à-dire que si elle a séjourné période qui entre 2 et 9 jours dans le milieu de soins, on considère que c'est possible. Et un agrégat, bien, la définition d'un agrégat, c'est dès qu'on a 2 cas ou plus de légionellose à l'intérieur d'une période de 6 mois. Ça s'applique autant dans la communauté que dans une population de milieu de soins. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un cas d'acquisition nosocomiale? Alors, un seul cas d'acquisition nosocomiale ou encore qu'on est en présence de 2 cas ou plus d'acquisition nosocomiale possible, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement séjourné toute la période d'incubation dans votre milieu de soins au cours des 6 derniers mois, il faut rechercher des sources potentielles d'exposition. Fait que souvent, l'enquête qui a été réalisée par l'équipe maladies infectieuses de la direction de santé publique auprès du patient peut permettre justement d'identifier des sources potentielles. Exemple, à ce moment-là, on communique avec l'équipe de prévention pour dire, écoute, quand on questionne le patient, on n'a pas vraiment trouvé pour les cas possibles, exemple, on n'a pas trouvé de source d'exposition possible dans la communauté, mais par contre, il nous dit que pendant son séjour, il a pris 3 points de douche, bien, il faut soupçonner à ce moment-là une source potentielle dans le milieu de soins. On va aussi faire le lien avec l'équipe de PT pour s'assurer que des spécimens respiratoires appropriés ont été prélevés. Exemple, si on a juste un test d'antigène urinaire, bien, on va faire le lien avec la PT pour dire, bien, écoute, si le patient il était intubé aux soins intensifs, bien, on pourrait-tu aller faire un suivi auprès du clinicien pour être sûr qu'on va recueillir des spécimens respiratoires. Et, bien entendu, rechercher d'autres cas de légionellose nosocomiale dans les 6 derniers mois. Bien, ça, nous, à la direction de la santé publique, comme on est, vu que c'est une MADO, bien, déjà, nous, on peut regarder tous les cas de légionellose dans les 6 derniers mois, puis on essayait de voir s'il y en a qui peuvent provenir là, dans la même installation de soins.
Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait justement comme intervention précoce? Il faut faire une surveillance prospective des cas de pneumonie nosocomiale sur une période de 6 mois. Fait qu'on ne fera pas nécessairement reviser là, les cas de pneumonie dans les 6 mois précédents, mais on va mettre en vigilance, si on veut, nos cliniciens pour dire au cours des 6 prochains mois, si on a des cas de pneumonie, peut-être justement les faire penser au diagnostic de légionellose puis demander les tests appropriés. Et ça justifie de justement faire une investigation épidémiologique, c'est une enquête environnementale afin d'identifier et contrôler la source de contamination dans le milieu de soins. Puis, bien entendu, soit dans l'attente de l'investigation, dépendamment justement de la probabilité qu'on soit en face d'un cas nosocomial, si vraiment on a identifié, comme je vous dis, des sources potentielles, ça peut aller jusqu'à restreindre l'utilisation de la douche, éviter l'utilisation des robinets dans les chambres suspectées, éviter la consommation de glace si jamais on était en présence qu'on pense que c'est une pneumonie d'aspiration. Puis, on pourrait aussi utiliser temporairement l'utilisation de filtres antimicrobiens au point d'utilisation, justement dans les chambres, admettons, soupçonnées, ou si on est sur une unité à risque, genre grand brûlé ou personne immunosupprimée. L'investigation environnementale, alors l'objectif, c'est vraiment d'identifier et contrôler la source. Bien entendu, ça relève du service technique de l'installation, mais on pensait que c'était quand même intéressant aux équipes de PC d'en connaître les étapes, considérant qu'ils vont être appelés à collaborer. Il faut voir ça comme un travail d'équipe qui demande la collaboration des services techniques de l'installation, de la PCI, de la Direction régionale de santé publique. On peut justement être en expertise conseil et bien entendu des laboratoires. C'est sûr qu'il y a peut-être peu d'hôpitaux qui vont se lancer dans une telle investigation. Souvent, on peut faire appel à des firmes d'experts externes qui peuvent venir justement faire des prélèvements d'eau et des analyses, mais considérant qu'eux vont vous charger à la pièce, ça peut devenir très onéreux. Fait qu'il y a quand même certaines connaissances de la démarche d'investigation environnementale qui peut être intéressante à connaître. Afin justement d'identifier les sources potentielles à l'intérieur du milieu, comme je vous dis, l'enquête, le questionnaire d'enquête épidémiologique qui est réalisé par la Direction de santé publique va nous permettre justement de cibler peut-être certains liens spatio-temporels entre les cas ou des systèmes de plomberie. Comme je vous dis, si le patient, pendant son séjour à l'hôpital, qui est allé prendre la douche toujours au même endroit à quelques reprises, ça nous permet de cibler là, des endroits. C'est sûr qu'avec la direction des services techniques, leur contribution est extrêmement importante parce qu'eux, à partir des plans, des diagrammes et des autres descriptions des installations de plomberie, ça permet de cibler aussi, par exemple, en fonction du type de chauffe-eau, des réglages de la température de l'eau chaude, etc. S'ils savent qu'il y a des filtres antimicrobiens ou pas à certains endroits ou qu'il y a des zones de stagnation possibles, ça va nous aider à cibler par la suite les endroits où on pourrait vouloir faire des prélèvements. La deuxième étape, justement, ça va consister à vérifier le fonctionnement des installations. Comme je vous dis, s'il y a des relevés de température de l'eau puis qu'ils voient que lors de certaines journées, il y a une baisse de la température ou s'il y a eu des interruptions d'eau, etc., au niveau du réseau d'alimentation, ça peut là aussi nous cibler pour identifier les sites qu'on voudrait privilégier à aller prélever. On peut faire la mesure. Puis quand je dis on, là, souvent, ça peut être des firmes externes qui vont être engagées, mais au moins, avec si on veut, la collaboration des services techniques, on va essayer de cibler là, quels seraient les paramètres à vérifier. La température de l'eau en fait toujours partie, mais après ça, ça peut être les mesures du pH, la quantité de chlore libre, etc. Et par la suite, on va faire des prélèvements d'eau qui vont être ensuite analysés en laboratoire. Ça, il y a des fiches techniques là, justement qui accompagnent
le guide d'intervention légionellose qui est bien connu par les directions de santé publique, dans lequel on a des informations très détaillées justement concernant les prélèvements d'eau. La détection dans l'environnement, comme je vous dis, même si vous faites affaire avec des firmes privées, normalement, ils devraient être en mesure de vous offrir soit de faire de la culture, des prélèvements environnementaux ou la recherche par table. Alors, on vous présente quand même les avantages et inconvénients. Ce qui est important de savoir, c'est que pour comparer les souches cliniques avec les souches environnementales, ça va nous prendre des prélèvements qui vont devoir avoir été mis en culture. Le TAM peut être utile pour faire des dépistages rapides, mais comme je vous dis, là, le TAM, ça a certains coûts, la culture aussi. Mais ultimement, pour faire la comparaison des souches, vous voyez là les pour et les contre des différentes analyses en laboratoire qui peuvent être faites. La dernière étape, à ce moment-là, c'est, selon les résultats de l'investigation, on va avoir des mesures correctives qui vont devoir être mises. Ça peut aller aux modifications des installations de plomberie ou au niveau de l'exploitation, par exemple, si, je ne sais pas, il y a eu des problèmes au niveau du contrôle de la température, on va peut-être mettre en place des modalités afin de s'assurer un meilleur contrôle à ce niveau-là. Si on a vraiment retrouvé la présence de bactéries justement dans une partie du réseau, il peut y avoir des mesures de décontamination, soit de choc thermique ou chimique qui pourront être effectuées. Et ou comme je dis, comme mesure temporaire ou permanente, dépendamment des situations, ça peut être aussi d'avoir des mesures d'intervention au point d'usage, que sont l'installation de filtres antimicrobiens, etc. Question 3. Alors, parmi ces mesures de contrôle immédiates à mettre en place en attendant les résultats de l'investigation, laquelle est fausse? Restriction d'utilisation de la douche, éviter l'utilisation des robinets dans les chambres suspectées d'être la source de contamination, éviter la consommation de glace et utilisation de filtres antimicrobiens au point d'utilisation ou distribuer de l'eau embouteillée aux usagers admis. Hein? Laquelle est fausse? Oui, puis là, alors je te laisse la réponse. Mais laquelle est fausse, c'est distribuer de l'eau embouteillée aux usagers admis. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais l'ingestion de l'eau n'est pas une source reconnue là, de contamination par la Legionella. On passe à la suivante. En conclusion, c'est moi, excusez-moi. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que chaque installation de soins doit avoir un programme de gestion de distribution d'eau potable en place. Comme on l'a mentionné, ça doit être approuvé par le comité de PCI. C'est important d'assurer des liens de communication justement en temps opportun entre la direction des services techniques et le service de PCI. Il est recommandé de mettre en place une vigilance clinique dans les unités qui accueillent des clientèles à risque de légionellose. On parle à nos unités de grand brûlé, unités de personnes immunosupprimées, entre autres, et de s'assurer justement d'avoir des échantillons cliniques adéquats pour la confirmation du diagnostic. Et un cas de légionellose nosocomiale doit mener à une investigation épidémiologique et à une enquête environnementale. Puis tout ça, ça doit être fait en collaboration
avec la direction des services techniques. L'équipe de la direction de santé publique peut être en expertise conseil puis vous aider dans tout ça. Et bien sûr, la collaboration de l'équipe de PCI est très importante. Fait que ça conclut. Excusez-moi, excusez. Donc, le document qui est apparaître au cours des prochaines semaines ou mois, les travaux ont été sous ma coordination et les membres du groupe de travail sont Dr Philippe Martin du CHU de Sherbrooke, Mme Sandra Boivin à la direction de santé publique des Laurentides, Cindy à la tête du LSPQ et Suzanne Roux et Jasmin Villeneuve de l'INSPQ. On y va pour les questions? Oui. Il y a plusieurs questions qui sont très techniques. Je ne sais pas si on va pouvoir y répondre, mais sinon, on pourra essayer de faire des démarches, puis trouver les réponses et les mettre en ligne là, quand on aura toutes les réponses. Il y en a une qui est peut-être plus simple, les normes CSA. Il y a même quelqu'un qui a répondu un petit peu plus loin en disant, pour ceux qui sont membres de la IPI, vous y avez accès gratuitement, donc vous pouvez aller les chercher à cet endroit-là. Par contre, par rapport à HUE, est-ce que tu sais où on peut se les procurer? Non, bien ça, c'est des documents qu'il faut retenir. Ça, c'est des documents que les directions des services techniques des établissements de soins doivent connaître. Et puis, bon, ils n'ont peut-être pas la dernière édition. Hein? Fait que, comme je vous dis, le programme de gestion, ça fait quand même peut-être dans les dernières années là, de la norme HRE qu'on met l'emphase là-dessus, parce qu'il y a plusieurs instances internationales aussi qui mentionnent d'avoir un programme de gestion de distribution de l'eau potable dans les gros édifices. Et la norme CSA, comme je vous dis, souvent les équipes des services techniques les connaissent. Maintenant, ça se peut qu'il n'y ait pas la toute dernière édition qui date de 2016. Fait que votre rôle, c'est peut-être de les informer de l'existence de ces documents-là, demander s'ils les connaissent, mais la norme CSA, entre autres, normalement, on est censé l'acheter. Vous pouvez la consulter gratuitement sur le site de la IPI, mais je pense que c'est un document que les directeurs de services techniques doivent avoir. Donc, ensuite, on marque dans le contexte où plusieurs hôpitaux n'ont pas de climatisation centrale, il y a des climatiseurs de fenêtres. Donc, il y a de l'eau stagnante dans ces climatiseurs-là. Donc, ce qu'ils demandent, dans le fond, c'est est-ce que ces climatiseurs-là de fenêtres pourraient être responsables de légionellose, comme les grandes tours? Ben, on n'a pas rien trouvé là-dessus dans la littérature. Puis au niveau, ça c'est plus les équipes de santé environnementale, les directions de santé publique, là, mais il y a des normes de la Régie des bâtiments du Québec, là, un nouveau règlement, là, suite à l'éclosion qui avait eu lieu en 2012 à Québec. Justement, il y a pour les grosses tours de refroidissement, bien, eux, c'est réglementé, là. Et ça doit être testé de façon régulière, puis ils ont des normes à respecter. Puis puis ça, les directions de santé publique sont informés là, quand il y a des tours hors normes. Puis à ce moment-là, avec la Régie des bâtiments du Québec, il y a des suivis qui doivent être faits là, pour s'assurer qu'ils vont procéder à la décontamination, tout ça, puis ils doivent refaire des tests de contrôle pour s'assurer qu'ils sont revenus hors normes. Nous, à la direction de santé publique, justement, c'est sûr qu'il faut questionner et s'assurer que s'il y a une telle tour sur le toit de l'hôpital, que ce n'est pas elle qui contamine l'environnement autour. Mais dès qu'on a des cas, que ce soit dans la communauté ou même un cas hospitalisé, on se dit, bien, si les fenêtres de la chambre d'hôpital sont ouvertes et qu'il y a une tour contaminée tout près, bien, ça pourrait être une source. Fait que nous, à ce moment-là, les équipes de santé publique, dès qu'on a des cas de légionellose, on est en lien avec les équipes de santé environnementale qui, eux, savent justement les taux qui sont hors normes, etc. Mais les petits climatiseurs dans les fenêtres, ce n'est pas rapporté là, comme pouvait être une source de contamination. Et donc, tu parlais de la fréquence des tests dans les tours de refroidissement. Est-ce que tu les connais? Non, je ne la connais pas par cœur. On pourra demander à nos amis de l'environnement. Donc, si on regarde, je pense que c'est quelque chose d'ailleurs qu'on a mentionné dans le document,
Est-ce que le traitement antibiotique peut rendre les prélèvements respiratoires invalides s'ils sont prélevés après le début d'une antibiothérapie? Oui, effectivement, pour la culture là, spécifique, là, ça doit être fait idéalement avant le début des antibiotiques. Par contre, on ne recommande pas de retarder le traitement pour pouvoir avoir accès à ces spécimens-là. On peut avoir des cultures qui pourraient toujours sortir positives même après. C'est sûr que si on effectue un TAN, bien ça, à ce moment-là, le TAN, le résultat n'est pas influencé justement par la prise d'antibiotiques. Ce que je n'ai peut-être pas mentionné, c'est que l'accès au TAN là, ou à TAN ou PCR sur des spécimens cliniques, ce n'est pas nécessairement disponible dans tous les laboratoires des hôpitaux. Par contre, il y a certains centres hospitaliers spécialisés qui peuvent avoir des TAN maison ou des TAN commerciaux, là. Puis sinon, ultimement, au niveau du LSPQ. OK. On avait, si on parle de laboratoire, combien de temps la légionellose est détectable dans l'urine? Ça peut être jusqu'à plusieurs semaines après le cas. Bien, dans le test d'antigène urinaire, là, il peut être positif justement plusieurs semaines après. Okay. Ensuite, on avait, dans le fond, une demande si ce nouveau document-là va changer la position du 5 par rapport à l'utilisation des robinets électroniques en milieu de soins. Ça n'a rien à voir. Dans le fond, par rapport à l'utilisation des robinets électroniques en milieu de soins et puis toutes si on veut, les installations de système de plomberie qui peut représenter un risque de la Legionella. Bien, ça, c'est dans le document l'avis scientifique qui avait été publié par l'INSPQ puis qui date de 2016. Fait que vous retrouvez énormément d'informations là-dessus. Là. Comme je vous ai dit, l'objectif du document, c'est vraiment ça ne remplace pas ces documents-là. L'idée, c'est de sortir certaines recommandations puis certaines informations fort utiles aux équipes de prévention puis aux cliniciens pour savoir reconnaître des cas de légionellose nosocomiale puis savoir c'est quoi justement les tests diagnostiques nécessaires au niveau clinique puis comment, si on veut, les étapes d'une investigation environnementale pour réussir à identifier une source. Mais après, quand on parle de mesures correctrices, si jamais on a une source de contamination de notre réseau de distribution d'eau dans notre milieu de soins, bien, à ce moment-là, on se réfère au document de l'avis scientifique de l'INSPQ qui va aller beaucoup plus dans le détail là, des solutions possibles. C'est ça, il y a des questions en fond qui touchent c'est quoi le test pour analyser l'eau recueillie à partir des tours et tout ça. Je pense que c'est des choses qui sont peut-être plus au niveau du document technique. Bien, comme je vous le dis, là, tout ce qui est analyse pour savoir si les ITRE sont contaminés avec la Legionella, ça relève des équipes de santé environnementale, des directions de santé publique. Fait que ça, on n'aborde pas ça dans le document. Ça peut être de la culture, ça peut être du PCA, il y a beaucoup d'autres tests qui sont disponibles. Ça, c'est pas traité, là. Puis, comme je dis, il y a des normes. Eux, ils ont des normes à respecter, mais ça, c'est pas du tout traité dans le document de la légionellose nosocomiale. Comme je vous dis, s'il y a une ITRE sur l'installation de soins, bien, les équipes des services techniques, ils savent. Là. Ils savent qu'ils ont des tests à faire régulièrement parce que en vertu là, du règlement ministériel du ministère de l'Environnement. Puis, ils savent là, que les résultats sont transmis aux directions de santé publique, etc. OK. On a plusieurs questions qui touchent par rapport à ta dernière question où on disait que c'était faux de devoir donner de l'eau embouteillée, que ce n'était pas nécessaire. Par contre, on me pose beaucoup de questions en disant, bien, à ce moment-là, pourquoi on parlait de la glace, on parlait de la machine à glace, de retirer la glace. Et la glace, ici, tout dépend de notre investigation épidémiologique. Tu sais, si on a des cas, si on a un cas ou deux cas, puis qu'on sait que le patient a consommé de la glace pendant son séjour à l'hôpital, puis qu'elle a toujours s'approvisionner à la même machine à glace, bien, la contamination avec de la glace, c'est souvent si le patient s'est aspiré, là.
qui puisse être aspiré en consommant de la glace. Fait que, tu sais, faut voir, tout dépend justement des indices de sources potentielles, d'exposition possible à l'enquête épidémiologique. Comme, c'est exemple, nous autres, on avait une situation où le patient il avait pris de la douche, tout ça, mais tu sais, on va dire, on va condamner l'utilisation des douches, le temps qu'on fasse les prélèvements ou qu'on vérifie, on n'ira pas distribuer de l'eau embouteillée à tout le monde, là. Tu sais, on essaie de cibler les interventions en fonction des sources potentielles possibles. On avait une question par rapport à un mur végétaux, en demandant, dans le fond, si ça pouvait être un facteur de risque de légionellose dans un établissement. Donc, c'est dans les entrées, c'est un grand mur avec de la terre et des plantes. Bien, les cas, il y a eu, comme je dis, des éclosions rapportées, là, exemple en Australie, tout ça, avec des terreaux contaminés, là. Mais c'est sûr que s'il y a des brumisateurs pour, je ne sais pas, là, asperger ce mur de végétaux-là pour lui permettre de croître, ben c'est peut-être pas une bien bonne idée d'avoir mis ça dans un milieu de soins, là. Parce qu'on vous dit, quand on fait notre questionnaire d'enquête, nous, pour voir les sources d'exposition possibles dans la communauté, ben, on va demander aux patients, êtes-vous allé à l'épicerie, puis alliez-vous souvent, c'est des brumisateurs à légumes, ça peut être une source de contamination. Fait que si on a un brumisateur pour faire pousser un mur de végétaux. On a une personne qui a mentionné comme de quoi qu'il y aurait eu des cas de légionelle rapportés dans un hôpital américain à cause c'est ça. d'un mur. Les fontaines décoratives, les murs de végétaux, c'est pas une très bonne idée de mettre ça dans des installations de soins. C'est bon. Surtout dans des endroits. On arrive pas mal à la fin. On est en train de dépasser là, notre temps. Ce